Selon le professeur Seyfried, environ 80% des cancers peuvent être prévenus. L'obésité est désormais considérée comme l'un des principaux facteurs de risque de cancer, remplaçant le tabagisme. La vision selon laquelle le cancer est une maladie génétique est en grande partie responsable du maintien des décès liés au cancer. Cependant, le cancer est en réalité une maladie mitochondriale du métabolisme énergétique. Le professeur affirme que si cette approche métabolique est adoptée, le taux de mortalité pourrait diminuer de plus de 50% en 5 ans. Il donne un exemple d'un homme atteint de cancer de la prostate avancée, d'hypertension, de diabète de type 2, qui a réussi à faire régresser son cancer grâce à une thérapie métabolique basée sur le jeûne à l'eau. Le professeur souligne également l'importance de connaître les aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses et recommande d'éviter ceux-ci. Il explique que le cancer est évitable et que les recherches sur le métabolisme énergétique sont essentielles pour faire progresser les traitements contre le cancer. Il critique également la vision erronée selon laquelle le cancer est principalement une maladie génétique, alors qu'en réalité, il est principalement lié au métabolisme énergétique des cellules. Le professeur Seyfried est engagé dans la lutte contre le cancer depuis plus de 30 ans et plaide pour une meilleure compréhension de la maladie afin de réduire le taux de mortalité. Le cancer est une maladie métabolique causée par une dysfonction mitochondriale. Les mitochondries sont des organites présents dans les cellules qui produisent de l'énergie à partir de l'oxygène que nous respirons. Lorsque les mitochondries sont altérées, les cellules peuvent mourir ou s'adapter à une forme alternative de production d'énergie, appelée fermentation. Cette interruption chronique de l'énergie mitochondriale est ce qui conduit au développement du cancer. Cependant, le traitement du cancer en tant que maladie métabolique est entravé par de grandes institutions et systèmes institutionnels qui considèrent que le cancer est une maladie génétique. De nombreux traitements actuels restent en place en raison de l'idéologie dogmatique ainsi que de la génération de revenus. De plus, des grandes entreprises pharmaceutiques poussent des médicaments à des fins lucratives, ce qui peut expliquer pourquoi les thérapies traditionnelles standards ne résolvent pas réellement le problème, mais l'aggravent. Il est nécessaire de comprendre la cause fondamentale du cancer pour pouvoir le traiter efficacement. Les mitochondries jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement cellulaire et la production d'énergie. Lorsque les mitochondries deviennent dysfonctionnelles, cela perturbe le métabolisme cellulaire et peut conduire au développement du cancer. Il est crucial de développer des approches thérapeutiques basées sur l'exploitation de cette dysfonction mitochondriale pour traiter efficacement le cancer. Ça impliquerait de cibler spécifiquement les mitochondries et d'encourager les cellules cancéreuses à revenir à un métabolisme énergétique normal. Il est important de reconnaître les obstacles posés par les grandes institutions et les intérêts économiques dans le domaine du traitement du cancer, et de travailler vers des solutions basées sur la compréhension de la nature métabolique de la maladie. La division cellulaire non régulée, également connue sous le nom de cancer, est causée par une perturbation progressive du métabolisme énergétique des cellules. Les mitochondries, qui produisent de l'énergie, perdent leur emprise sur cette énergie, ce qui entraîne une fermentation qui remplace la respiration normale des cellules. Ces cellules cancéreuses se développent de manière incontrôlée car l'organelle qui régule leur croissance est dysfonctionnel. Les facteurs de risque secondaires tels que l'exposition à des carcinogènes chimiques, l'hypoxie intermittente, l'exposition à la radiation, les infections virales et les mutations génétiques héritées peuvent également perturber le métabolisme énergétique des cellules et conduire à une croissance cellulaire dysrégulée. Toutes les formes de cancer ont une origine commune, la perturbation de la phosphorylation oxydative dans les mitochondries, ce qui conduit à la fermentation. Les cellules cancéreuses utilisent principalement le glucose et la glutamine comme carburant. Cela prouve que le cancer n'est pas une maladie génétique, mais plutôt un dysfonctionnement métabolique des mitochondries. Il est important de noter que le sucre lui-même n'est pas un carcinogène, mais une consommation excessive de sucre peut entraîner une inflammation systémique, endommageant ainsi les mitochondries. Le cancer n'est pas seulement lié au glucose, mais aussi à d'autres facteurs, tels que l'inflammation chronique. Les expériences de transfert nucléaire mitochondrial ont également prouvé que le cancer n'est pas une maladie génétique. Certaines formes de cancer ne présentent aucune mutation génétique. Dans cet extrait,
l'auteur remet en question la théorie selon laquelle le cancer est une maladie génétique causée par des mutations spécifiques dans les gènes. Il affirme que des substances carcinogènes comme l'amiante peuvent provoquer le cancer sans causer de mutation génétique. De plus, il souligne que des gènes supposés causer le cancer sont également présents dans les tissus normaux qui ne développent jamais de cancer. Il explique également que les expériences de transfert nucléaire démontrent que l'origine du cancer n'est pas dans le noyau cellulaire avec les mutations génétiques, mais plutôt dans le cytoplasme avec les mitochondries. L'auteur critique également les traitements standards du cancer tels que la radiothérapie et la chimiothérapie, affirmant qu'ils ne traitent pas la cause sous-jacente et peuvent même aggraver la situation. Il mentionne également les nouvelles thérapies immunologiques. Soutenues par la théorie de mutation somatique du cancer, mais doute de leur efficacité réelle dans la réduction des décès liés au cancer. Enfin, il évoque le lien entre de hautes fièvres et le succès thérapeutique, faisant référence à des études antérieures sur l'injection de bactéries vivantes pour provoquer des fièvres élevées chez les patients atteints de cancer, ce qui aurait entraîné un taux de guérison élevé. Selon les informations données, il existe 2 options pour traiter le cancer. Coûtant entre 250 000 et 300 000 $, ou une pyrogénèse qui coûte beaucoup moins cher mais donne les mêmes résultats. Cependant, il est souligné que la fièvre est essentielle pour que les immunothérapies fonctionnent. De plus, il est révélé que 10 à 20% des patients traités par immunothérapie connaissent une progression plus rapide de la maladie, voire meurent, à cause des effets secondaires de ce traitement. Il est donc important de comprendre la biologie de la maladie pour bien la traiter. En ce qui concerne la prévention du cancer, il est expliqué que maintenir des mitochondries saines est crucial, et la cétose nutritionnelle peut aider à atteindre cet objectif. Il est indiqué que les populations aborigènes qui suivent des modes de vie traditionnels sans aliments riches en glucides ont un taux de cancer extrêmement bas. A l'inverse, le régime occidental et le mode de vie sédentaire sont responsables de l'augmentation des maladies chroniques inflammatoires, y compris le cancer. Les facteurs génétiques ont peu d'influence sur l'apparition du cancer. Nos gènes font de leur mieux pour nous protéger, mais nous les mettons à rude épreuve en nous exposant à des conditions très risquées. Par exemple, une alimentation riche en glucides hydrocarbonés augmente les risques de cancer, de démence et de diabète de type 2. L'obésité est maintenant considérée comme l'un des principaux facteurs de risque de cancer. Les aliments transformés et riches en glucides sont souvent très appréciés car ils sont bon marché, pratiques et savoureux, mais leur consommation excessive entraîne des conséquences sur notre santé. Les régimes cétogènes et carnivores, axés sur des apports élevés en matières grasses et en protéines animales, peuvent être bénéfiques pour certaines personnes, notamment pour les patients atteints de cancer, car ils permettent de créer un environnement métabolique défavorable aux cellules cancéreuses. Cependant, il est important de mesurer le taux de cétose. Pour s'assurer d'être réellement en état de cétose, et les métriques spécifiques comme l'indice glucose-cétone peuvent aider à cela. Les ancêtres paléolithiques consommaient beaucoup de viande, mais elle était organique et ils dépensaient beaucoup d'énergie pour l'obtenir. Les régimes végétaliens sont possibles aujourd'hui grâce à l'agriculture, mais il peut être plus difficile d'atteindre l'état de cétose nutritionnelle uniquement avec des aliments d'origine végétale. Finalement, il est important de respecter les croyances et les choix alimentaires de chacun, mais il est improbable que nos ancêtres aient été végétaliens, car survivre sans viande aurait été impossible à cette époque. Le sujet abordé dans cet extrait est la diète cétogène et son impact sur la santé, notamment dans le cadre du traitement du cancer. Le conférencier explique que passer d'un régime riche en glucides à une diète cétogène peut être difficile et inconfortable pour le corps. Il suggère de suivre d'abord un régime pauvre en glucides pendant 10 à 14 jours avant de passer à un jeûne à l'eau seule, afin de faciliter la transition vers l'état de cétose. Il mentionne également que certaines personnes, comme Dom D'Agostino, maintiennent régulièrement cet état cétogène grâce à leur régime alimentaire et à leur activité physique. Cependant, il précise que la plupart des gens ne restent pas dans cet état en permanence et qu'il est important d'être flexible et d'écouter son corps. Le conférencier évoque ensuite l'indice glucose-cétone, GCI, comme un moyen de mesurer la cétose, en soulignant qu'une valeur de 2,0 ou moins indique une cétose appropriée pour les patients atteints de cancer. Il explique également la différence entre la cétose normale et l'acidocétose, un état dangereux qui se produit principalement chez les diabétiques de type 1. En conclusion,
Il encourage les gens à expérimenter et à trouver un équilibre qui fonctionne pour leur propre santé et bien-être. Dans cette discussion, il est question de l'importance de maintenir de faibles valeurs de GKI, index glycémique cétogène, pour améliorer la santé et réduire l'inflammation. Les avantages d'un mode de vie cétogène et carnivore avec des glucides complexes provenant de légumes sont également évoqués. On souligne également que le stress émotionnel peut faire monter la glycémie et l'importance de maintenir une cétose stable pour réguler les pics de glucose. Chaque personne doit comprendre sa propre physiologie pour déterminer la meilleure période de la journée pour maintenir une faible valeur de GKI. Enfin, il est mentionné que certains aliments à faible indice glycémique, tels que le pamplemousse, peuvent être consommés sans affecter significativement la valeur de GKI. La clé d'une approche saine consiste à s'adapter aux besoins individuels du corps. Chaque personne est différente en ce qui concerne le métabolisme et les aliments qui lui conviennent. L'objectif est d'atteindre un équilibre métabolique stable, en utilisant un indicateur général tel que les GKI, indice glycémique cétogène. Il est important d'apprendre à ajuster son alimentation pour rester dans une zone saine, mais il est également possible de s'accorder des écarts occasionnels. L'insuline, qui est liée à la glycémie, est un indicateur de l'aptitude du corps à contrôler le sucre. Lorsqu'elle est élevée, elle peut favoriser des problèmes métaboliques tels que le diabète de type 2. Il est donc important de maintenir une glycémie basse et de favoriser la sensibilité à l'insuline. L'exercice physique et une alimentation équilibrée permettent de réduire le risque de cancer et d'autres problèmes de santé. La thérapie métabolique est également utilisée pour combattre le cancer en ciblant la glutamine, un nutriment vital pour les cellules cancéreuses. En résumé, adopter un mode de vie sain en tenant compte de ses besoins individuels peut réduire les risques de maladies graves. Dans cette interview, le Dr Thomas Seyfried parle des différentes façons de réduire la glutamine, une substance souvent associée à la croissance des cellules tumorales. Il mentionne qu'une méthode efficace est de suivre un régime à base d'eau pendant 2 à 3 semaines, ce qui réduit le taux de sucre dans le sang. Il évoque également l'utilisation de médicaments tels que l'ambandazole et le fenbendazole, qui peuvent restreindre la glutamine, ainsi que l'usage de la cétose nutritionnelle. Le Dr Seyfried souligne également l'efficacité de la leucine 60-oxynore, qui bloque une enzyme clé impliquée dans la dégradation de la glutamine. Il est toutefois prudent d'utiliser ces médicaments de manière appropriée, en tenant compte de facteurs tels que le dosage et le planning. Le Dr Seyfried explique que ces méthodes métaboliques peuvent améliorer l'efficacité des traitements conventionnels contre le cancer tout en réduisant leur toxicité. Il souligne également que la thérapie métabolique peut avoir des bénéfices sur d'autres problèmes de santé, tels que le diabète et l'hypertension. Cependant, il admet que changer les méthodes de traitement conventionnelles peut être difficile en raison de l'industrie de la santé qui souhaiterait continuer à en tirer profit. Il explique que, si les agences gouvernementales de santé recommandaient la thérapie métabolique comme traitement du cancer, le taux de mortalité dû à cette maladie diminuerait considérablement. En conclusion, le Dr Seyfried met en évidence l'importance de prendre en compte les aspects métaboliques dans le traitement du cancer et d'informer les gens sur les alternatives possibles pour améliorer leur santé et leur espérance de vie. Il est crucial de dire à quelqu'un qu'il a un cancer terminal, car il existe des approches thérapeutiques telles que la thérapie métabolique qui pourraient potentiellement le sauver. Le cancer peut également être prévenu en adoptant une alimentation saine, un mode de vie équilibré et en ayant une existence sans stress. Il est important de prendre en compte tous ces aspects, notamment l'alimentation, le mode de vie, l'exercice physique et la gestion du stress. Le stress peut avoir un impact négatif sur les patients atteints de cancer, augmentant ainsi les niveaux de cortisol et de sucre dans le sang. Réduire le stress grâce à différentes méthodes, comme la musique, la massothérapie, l'acupuncture, peut grandement améliorer l'efficacité de la thérapie métabolique. Toutefois, le système médical ne semble pas toujours intégrer ces approches complémentaires, ce qui constitue un défi pour de nombreux médecins bien intentionnés. Il est donc important de se demander qui dirige le système de santé et de remettre en question les décisions prises par les personnes qui le contrôlent.
Le gouvernement et les grandes entreprises jouent un rôle majeur dans la prise de décision, mais ce sont finalement les individus qui peuvent faire changer les choses en demandant des solutions alternatives et en exigeant un système de santé plus holistique. Le fait de développer une conscience scientifique chez les consommateurs est également essentiel pour induire ce changement. Malheureusement, la littératie scientifique reste très limitée dans nos sociétés. En revanche, lorsque quelqu'un est face à un diagnostic de cancer, sa motivation à en apprendre plus et à trouver des solutions est extrêmement puissante. La motivation peut permettre d'accomplir des choses incroyables et les patients atteints de cancer sont un exemple de cette force. Les personnes doivent donc être informées et motivées pour pouvoir changer le système de santé actuel. Dans ce passage, l'auteur parle de ses notes de cours qu'il a publiées en open access et affirme que tout ce qu'il dit est disponible dans la littérature scientifique. Il mentionne également un protocole de traitement qu'il est en train de rédiger pour le cancer du cerveau, en espérant améliorer la survie des patients atteints de glioblastome. Il explique que la clé pour traiter le cancer est de s'attaquer à sa dépendance à la fermentation, ce qui peut également s'appliquer à d'autres types de cancers. Il critique également le manque d'avancées dans le traitement du glioblastome au cours des 100 dernières années et affirme que le système médical est réticent au changement. Enfin, il souligne l'importance de l'éducation des gens pour leur faire connaître une approche alternative et non toxique pour le traitement du cancer. L'auteur mentionne également les effets négatifs de la glutamine sur le cancer, mais ne développe pas davantage cette information. Dans cet extrait, le chercheur explique que les cellules cancéreuses sont différentes des cellules normales car elles utilisent une voie métabolique appelée voie de la glutaminolyse pour obtenir de l'énergie sans oxygène. Cette voie permet à l'acide aminé glutamine de fermenter et de produire de l'énergie sans lier à la phosphorylation oxydative. Les cellules cancéreuses sont donc capables de produire de l'ATP à la fois par la fermentation du glucose et la fermentation de la glutamine. Pour lutter contre le cancer, il est nécessaire de cibler à la fois le glucose et la glutamine. Il est également important de noter que les cellules cancéreuses ne peuvent pas utiliser les acides gras ou les cétones car leurs mitochondries ne fonctionnent pas correctement. Ainsi, les régimes cétogènes et les régimes carnés riches en graisse ne sont pas bénéfiques pour les cellules cancéreuses, mais peuvent être utilisés par les cellules normales pour leur fournir une alternative au glucose. Le chercheur affirme que la gestion métabolique des cellules cancéreuses en limitant leur apport en glucose et en les forçant à utiliser des cétones est la meilleure solution pour lutter contre le cancer. Cependant, il précise qu'il n'existe pas encore de remède absolu contre le cancer et que cela nécessite encore des recherches. Dans cette discussion, l'orateur met en garde contre la consommation d'aliments hautement transformés. Il mentionne notamment les Twinkies, qui sont des aliments très transformés contenant des ingrédients chimiques. Il souligne que la plupart des aliments emballés dans les supermarchés sont également hautement transformés, ce qui contribue aux épidémies d'obésité et de cancer. Il souligne également que de nombreux aliments sains ne sont pas accessibles pour tout le monde, en particulier dans les déserts alimentaires. Il recommande de limiter la consommation d'aliments hautement transformés et de privilégier les aliments frais et non transformés. En ce qui concerne la viande, il mentionne qu'il est préférable de choisir des coupes plus grasses qui sont moins inflammatoires. Il souligne enfin qu'il est important de faire des choix alimentaires équilibrés et de ne pas manger en excès, quel que soit le type d'aliment. Dans cette interview, le Dr Seyfried explique que notre alimentation est très variée et que nous avons évolué pour être omnivores. Il souligne également qu'il n'y a pas une seule alimentation qui convient à tout le monde et que chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux. Il mentionne l'importance de la nutrition équilibrée et l'existence d'un index glucose-cétone pour évaluer les choix alimentaires. Le Dr Seyfried souligne également les problèmes liés à la disponibilité des aliments nutritifs, ce qui peut nous amener à consommer des aliments hautement transformés riches en glucides. Il évoque également les extrêmes, les personnes qui adoptent un comportement obsédé-compulsif en matière d'exercice et celles qui restent sédentaires. Le Dr Seyfried souligne que le problème de la maladie chronique est devenu exponentiel en raison d'une alimentation malsaine et d'un mode de vie inapproprié. Il souligne que le cancer est évitable et qu'il peut être contrôlé par le mode de vie et l'alimentation. Il remercie l'interviewé pour l'importance de son travail dans la prévention du cancer. Il termine en indiquant que ses travaux sont
Disponible en libre accès via Google, ainsi que sur YouTube, et en encourageant les gens à se faire leur propre opinion en lisant ses recherches. La personne interviewée propose également des liens vers ses publications en libre accès.